police. Daniel Moukala était celui qui avait monté le traquenard, donné des instructions nécessaires pour l'exécution et tenté de brouiller les pistes par le biais de Georges Kitungu Amissi, qui avait gardé par devers lui les objets retrouvés sur le lieu du crime à Mitendi par la police technique et scientifique. Ngoy Moulongoy, qui avait dirigé la veuve Tchebeya sur des fausses pistes, et Mandiang Bouleri, qui avait fait disparaître les traces permettant de retrouver Ngoy Kenga Kenga, alors que Michel Mouila avait été celui qui avait attiré les victimes dans les pièges en allant déposer la lettre en main propre à la voix de sans-voix et en rassurant Tchebeya qui serait reçu par l'inspecteur général de la police. S'agissant de la présence de Fidel Bazana à l'inspection générale de la police au moment des faits, le ministère public a affirmé qu'il est ressorti des pièces du dossier, notamment les dépositions de Olivier Koungou, de Mme Tchebeya et Mme Ikoko veuve Bazana, que celui-ci s'était rendu avec Tchebeya répondre au rendez-vous avec l'inspecteur général de la police, que leur avait confirmé Daniel Moukala. En effet, Mme Tchebeya avait déclaré que son mari n'a jamais conduit un véhicule de sa vie, et c'est Bazana qui lui servait de chauffeur dans tous ses déplacements. Par ailleurs, la nuit du 1er au 2 juin 2010, Mme Ikoko, veuve Bazana, s'était entretenue avec Honoré Kapou, collègue de son mari, qui lui avait déclaré que celui-ci était parti avec Floribert Tchebeya répondre à une invitation de l'inspecteur général de la police. L'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, au moment des faits, l'inspecteur divisionnaire adjoint Jean-Dédier Oleko, avait de même affirmé dans son communiqué de presse que Tchebeya était avec son chauffeur qui serait porté disparu. Tous ces éléments avaient fait dire au ministère public, près la cour militaire de Kinshasa-Gombe, que Fidel Bazana avait certainement subi le même sort que son chef Tchebeya, quand bien même son corps est resté introuvable jusqu'à ce jour. Après examen de la cause inscrite sous RP numéro 066, par 2011 par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. Celle-ci rend son verdict en date du 23 juin 2011. 3 prévenus, à savoir Christian Ngoy Kenga Kenga, Paul Milamboy Londe et Jacques Migabo Kielze, sont condamnés par défaut à la peine capitale. Daniel Moukala et Michel Mouila sont condamnés respectivement à la peine capitale et à la peine de servitude pénale à perpétuité, tandis que les prévenus Georges Kitungu Amissi, François Ngoy Moulongoy et Blaise Mandiang Bouleri sont acquittés. Non satisfaits par cette décision, les ministères publics, les partis civils ainsi que les prévenus Daniel Moukala et Michel Mouila relèvent appel. Interrogés sur les faits mis à leur charge par la haute cour militaire, Daniel Moukala et Michel Mouila rejettent catégoriquement les rôles qui leur sont imputés par le ministère public. Daniel Moukala explique une fois de plus qu'il avait voulu rendre service à Tchebeya, surtout lorsque l'inspecteur général de la police avait confirmé qu'il les connaissait et qu'il était disposé à les recevoir. S'agissant du rendez-vous du 1er juin 2010, il reconnaît avoir pris contact avec Tchebeya pour l'assurer de sa probabilité d'être reçu par l'inspecteur général de la police à son retour de Malou. Mais il déclare que Tchebeya n'est jamais arrivé à l'inspection générale de la police. Quant à Michel Mouila, il se défend de n'avoir exécuté que la mission reçue de Daniel Moukala, celle de déposer le courrier destiné à Tchebeya à la voix de sans-voix. À l'issue de l'examen des appels du ministère public, des partis civils, des prévenus Daniel Moukala et Michel Mouila, la haute cour militaire condamne seul les prévenus Daniel Moukala à 15 ans de servitude pénale principale après avoir, par un arrêt avant dire droit, ordonné la surséance de la procédure à l'égard des prévenus défaillants au premier degré, à savoir Christian Ngoy Kenga Kenga, Paul Milamboy Londe et Jacques Migabo. Au courant du mois de janvier 2021, le prévenu Ngoy Kenga Kenga est arrêté à Lubumbashi et transféré à Kinshasa où il lui est notifié le 13 janvier 2021 l'arrêt de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, rendu par défaut à son égard en date du 23 juin 2011, ainsi que l'appel du ministère public entrepris contre les dits arrêts. Au mois de février 2021,
Après l'arrestation d'Ngoy Kenga Kenga, 2 policiers du bataillon Simba, du nom de Longwa Kayeye et Ergile Ilunga, déclarent sur le Radio France Internationale être les auteurs de l'exécution de Tchebeya et de son chauffeur, intervenu le 1er juin 2010 dans les installations de l'inspection générale de la police sur instruction de Daniel Mukalai Ngoy Kenga Kenga. Il désigne le commissaire Jacques Migab, Muyumbi Soti Brino, Kibumbe Banza alias Saddam et Ilunga Doudou comme les autres membres du commando ayant matériellement exécuté ces crimes avec eux, et indique la concession du général Zelwa Katanga alias Djadidja comme l'endroit où le corps de Fidel Bazana avait été enterré. Au mois de mai 2021, Jacques Migabo est arrêté à son tour à Lubumbashi et transféré à Kinshasa où il lui est également notifié l'arrêt de la cour militaire de Kinshasa, Gombe, l'ayant condamné à la peine capitale contre laquelle il relève aussitôt la peine. Au moment où l'examen de l'appel des condamnés fugitifs Ngoy Kenga Kenga et Jacques Migab est entamé devant la haute cour militaire, Paul Milambwe, de la Belgique où il s'était réfugié, décide de retourner au pays et de se présenter devant la haute cour militaire pour faire valoir ses moyens de défense. Ilunga Doudou, de même que Ngoyi Moulanga Jansi, cités dans l'affaire, sont également arrêtés à Lubumbashi et transférés à leur tour à Kinshasa, tandis que Kibumbe Banza alias Saddam, refoulé de la Turquie, est également présenté devant la cour militaire, la haute cour militaire, tous en qualité de renseignants. Après son identification par la haute cour militaire, le prévenu Ngoy Kenga Kenga refuse de comparaître devant cette juridiction sous prétexte qu'il serait malade et éloigné de ses avocats qui se trouvent à Lubumbashi. Quant à Jacques Migabo et Paul Milambwe, ils déclarent respectivement ce qui suit. 1. S'agissant de Jacques Migabo, en date du 1er juin 2010, alors qu'il se trouve au siège du bataillon Simba à Kingaboa dans la commune de Limete, il est instruit par son chef Ngoy Kenga Kenga qu'ils doivent se rendre à l'inspection générale de la police sur invitation de l'inspecteur principal Daniel Mukalai. Arrivé au bureau de Daniel Mukalai, ce dernier lui dit qu'il y a un travail à faire et lui demande, compte tenu de la délicatesse du travail, de faire appel à ses collègues du bataillon Simba préalablement désignés par eux, qui sont Brino Soti, Kibumbe Banza alias Saddam, Longwa Kayeye, Ilunga Doudou et Ergile Ilunga, tous proches de Daniel Mukalai et Ngoy Kenga Kenga. 2 téléphones avec des cartes SIM leur sont remis pour assurer la liaison. Un briefing leur est fait par Daniel Mukalai sur la mission à accomplir, laquelle consiste à exécuter Tchebeya et son chauffeur Bazana. De sévères mises en garde leur sont adressées quant à la distraction de l'opération et les sorts à subir en cas de fuite d'informations leur est également signifié, étant donné qu'il s'agit d'un secret d'État. Des matériels constitués de sachets vivants, de menottes et du scotch leur sont remis. Entre 19h20 et 19h30, après que l'inspection générale soit vidée de son personnel, ils extraient Fidel Bazana de la voiture Mazda, les conduisent au hangar après l'avoir menotté et l'étouffent avec le matériel reçu de Daniel Mukalai jusqu'à ce que mort s'ensuive. Par la suite, ils récupèrent Tchebeya des mains de Ngoy Kenga Kenga à l'entrée principale du bâtiment de l'inspection générale de la police en présence de Daniel Mukalai et de Paul Milan. L'acheminent au même hangar et lui font subir les mêmes sorts que son chauffeur Bazana. Après l'exécution de 2 victimes, leurs corps sont placés dans 2 jeeps défendeurs apprêtés pour l'opération. Ngoy Kenga Kenga ordonne que le convoi constitué également de sa jeep Land Cruiser et de la voiture Mazda de Tchebeya, conduite désormais
par Longwa Kayeye prennent la direction de Mitendi jusqu'à la concession du major Djadji, commandant du bataillon police militaire. Arrivés à Mitendi, à la concession sus-indiquée, ils sont reçus par quelqu'un qui l'identifiera plus tard comme étant le sergent Banza Kalolo du bataillon PEM, qui les conduit avec les corps de Bazana vers un trou déjà creusé où ils ensevelissent celui-ci. Après cette opération, ils vont extraire les corps de Tchebeya de la Jeep Defender où il se trouve pour les placer sur la banquette arrière de sa voiture Mazda. Puis ils simulent une scène de coït ayant provoqué sa mort à l'aide de capotes, de faux ongles, de cheveux postiches et de comprimés de Davigra, les remis par Daniel Moukalay. Ensuite, ils conduisent la voiture vers la nationale numéro 1 et l'abandonnent sur les bords de la route, non loin du cimetière de Mbesek. Vers 22 h, ils quittent Mitendi, prennent la direction du rond-point Ngaba jusqu'à la résidence de Daniel Moukalay, à Rigini, où celui-ci les reçoit, les félicite pour l'exécution de la mission et en guise d'encouragement remet $50 à chacun des policiers. Le lendemain 2 juin 2010, vers 8 h, Daniel Moukalay l'appelle au téléphone pour qu'il lui indique l'endroit où ils ont abandonné le corps ainsi que la voiture de Tchebeya. Entre le 4 et le 6 juin 2010, après l'arrestation de Daniel Moukalay, sur instruction de l'inspecteur général de la police, ils sont exfiltrés vers Lubumbashi en deux groupes. Ngoyi Kenga Kenga, Bruno Soti, Ergil Ilunga, Kibumbe et Kibumbe Saddam font partie du premier groupe qui quitte Kinshasa le 4 juin à bord d'un avion cargo de Transair. Tandis que les autres, c'est-à-dire Ngoyi Ilunga Ngoyi Dudu et Longwa Kayeye, rejoignent Lubumbashi accompagnés de Ngoyi Moulanga Jansi le 6 juin 2010 à bord d'un vol de CA à Lubumbashi. En dehors de Ngoyi Kenga Kenga qui rejoint sa résidence, tous les autres sont conduits par le capitaine Kabila, un proche de l'inspecteur général de la police, à la résidence de celui-ci située au quartier Lido. Après y avoir passé quelques temps, ses camarades sont tous affectés à la police des mines par le biais du lieutenant Kongolo, aujourd'hui major, officier de sécurité de l'inspecteur général de la police, tandis que lui est conduit à la ferme Benjini de ce dernier où il y est resté jusqu'en 2012, avant d'être déplacé à Goma, où il réside à la résidence de l'inspecteur général jusqu'en 2015, année où il est retourné à la ferme Benjini. Profitant d'un séjour à Lubumbashi, il décide de s'échapper et de rejoindre la 22e région militaire où il se livre jusqu'à son transfert à Kinshasa. S'agissant des SMS trouvés dans le téléphone de Tchebeya, Jacques Mugabo déclare que ceux-ci avaient été dictés à Ngoyi Kenga Kenga par Daniel Moukalay dans son bureau après l'exécution de Tchebeya et de son chauffeur. Quant à l'implication de Paul Milan dans le double cri, Mugabo déclare que sa présence au moment de la remise de Tchebeya entre leurs mains en vue de son exécution et le fait pour lui d'avoir pris place à bord de la Jeep de Ngoyi Kenga Kenga lorsque le convoi avait quitté l'inspection générale en est selon lui la preuve. 2. S'agissant du prévenu Paul Milambwe Londé, il déclare ce qui suit. En date du 1er juin 2010, vers 17h45, alors qu'il est dans son bureau à l'inspection générale de la police, il voit son ami Ngoyi Kenga Kenga, commandant du bataillon Simba, entrer avec quelqu'un qui lui présente comme visiteur de l'inspecteur général de la police, tout en lui recommandant, en dialecte Kiboubakat, d'éviter de converser avec lui. Après la sortie de Ngoyi Kenga Kenga de son bureau, le visiteur se présente à lui comme étant M. Floribert Tchebeya, directeur exécutif de l'ONG La Voix des Sans-Voix. Parmi les documents qu'il a en main, il voit un dossier titré « Les massacres de Bundu-Dia-Congo ». Quelques instants plus tard, Tchebeya aperçoit à partir de la fenêtre de son bureau,
Daniel Moukalay, qui lui a confirmé les rendez-vous avec l'inspecteur général de la police et lui demande de pouvoir lui dire qu'il est déjà là. Lorsqu'il informe au téléphone Daniel Moukalay de la présence de Tchebeya dans son bureau, ce dernier s'étonne sans plus. Alors qu'il est encore avec Tchebeya dans son bureau, il voit entrer Ngoï Kengakenga, accompagné des policiers Jansi Moulamba, pour récupérer Tchebeya sous prétexte que l'inspecteur général allait plutôt le recevoir en sa résidence. Et dans les instants qui suivent, il remarque sous les caméras de surveillance qui se trouvent dans son bureau que Tchebeya est menotté et cagoulé devant le bureau de la réception du bâtiment de l'inspection générale de la police, ce qui le pousse à fermer son bureau et à descendre. Et lorsqu'il rejoint les hangars de l'inspection générale vers lesquels Tchebeya est conduit, il trouve que les policiers Kibumbe Saddam, Ergil Ilunga, Bruno Soti et Ilunga Ngoï Tutu l'ont déjà exécuté. À sa question, Ngoï Kengakenga, sur les motifs de ces crimes, celui-ci lui répond que c'est sur ordre de la haute hiérarchie, leur transmis par l'inspecteur général John Numbi, qu'ils ont exécuté non seulement Tchebeya, mais aussi son chauffeur, étant donné que l'ordre donné consistait à tuer Tchebeya et toute personne qui l'accompagnerait. Devant les propos lui tenus par Ngoï Kengakenga, il décide de quitter l'inspection générale, se dirige vers la RTNC où il prend un transport jusqu'à la maison qu'il partage avec son ami au quartier des anciens combattants. Au retour de Ngoï Kengakenga à la maison avec ses hommes le lendemain vers 4 h du matin, celui-ci l'informe que le chauffeur de Tchebeya a été enterré dans la concession du major Djadidja, que l'inspecteur général John Numbi lui a ordonné de l'exécuter également, étant donné qu'il a été témoin gênant, mais il lui assure qu'il ne peut verser son sang vu leur longue amitié. Le 4 juin 2010, après l'interpellation de Daniel Moukalay, Ngoï Kengakenga l'informe que sur ordre du général John Numbi, lui et les policiers ayant exécuté Tchebeya et son chauffeur doivent rejoindre Lubumbashi. Quant à lui, il continue à se rendre au service jusqu'au 11 juin 2010, lorsque Mbaye Waleng, conseiller juridique de l'inspecteur général, l'appelle au téléphone et lui demande de le rejoindre sa résidence située sur l'avenue Victoire à Matongé, non loin du rond-point qui porte le même nom. Lorsqu'il arrive à l'adresse indiquée, il est reçu par l'épouse de Mbaye qui l'installe. Dans la mi-journée, l'inspecteur général l'appelle au téléphone et l'instruit de rester chez Mbaye, étant donné que les éléments de l'auditorat militaire sont passés rechercher Ngoï Kengakenga en sa résidence. Vers 19 h, Mbaye surgit chez lui avec des éléments de la police en tenue civile à qui il ordonne de l'arrêter et de le cagouler. Il est par la suite conduit vers la station d'essence située non loin de la place Mandela où il est remis par Mbaye à M. Koulou-Numbi Douglas, alors bourgmestre de la commune de Selembao, qui le conduit chez lui à la cité Mahamobutu où il est séquestré. Au troisième jour, il réussit à s'échapper et entrer en clandestinité, jusqu'au jour où la cour militaire de Kinshasa-Gombe entame le procès sur l'assassinat de Tchebeya et de son chauffeur, où son nom est également cité. Décidé à présenter ses moyens de défense, il se pointe en date du 14 avril 2021 à l'inspection générale de la police, où il est appréhendé et conduit par le major Djadidja à l'auditorat général de FARDC. Il y est interrogé et au lieu de le déférer à la cour militaire de Kinshasa-Gombe, qui siège en ce moment dans la dite cause, il est remis dans la soirée du même jour par l'auditeur général Pondé à deux émissaires de l'Agence nationale des renseignements, à savoir consul Numbi et le colonel Amis, qui l'acheminent en leur bureau situé sur l'avenue Monédite, vers Royal dans la commune de la Gombe, où il est gardé pendant plus de 2 mois, avant son transfert au bureau situé sur l'avenue Ngouma, à ma campagne. Après le prononcé du verdict par la cour militaire de Kinshasa-Gombe et sa condamnation par défaut à la peine capitale, il est récupéré de son lieu de détention pour être conduit le 8 juillet sous l'identité de Gabriel Kazadi à Lubumbashi, où il est à nouveau séquestré jusqu'en date du 6 août 2011, où il réussit à s'échapper
une fois de plus, est à joindre la Belgique via la Zambie, la Tanzanie et le Sénégal. S'agissant des dépositions des renseignants Ilunga Doudou et Kibumbe Banza Saddam, la haute cour militaire relève ce qui suit. Tous les deux ont confirmé la présence de Tchebea et de son chauffeur Bazana dans les installations de l'inspection générale de la police dans la soirée du 1er juin 2010. Ils ont par ailleurs déclaré être, avec Migabo Jacques, Bruno Sot, Ergir Ilunga et Longwa Kayeye, les auteurs de l'exécution de Tchebea et de son chauffeur Bazana sur instigation de Daniel Mukalai et Christian Ngoïkenga Kenga. Ergir Ilunga et Longwa Kayeye avaient, quant à eux, déjà donné cette version des faits sur Radio France Internationale au mois de février 2021. Quant à l'implication éventuelle du prévenu Mouilambo dans les doubles crimes, la haute cour militaire note que si pour Migabo, celui-ci était présent au moment de la remise de Tchebea entre leurs mains, en plus d'avoir pris place à bord de la Jeep Land Cruiser de Ngoïkenga Kenga, pour Ilungango et Doudou. Par contre, seul Daniel Mukalai et Ngoïkenga Kenga étaient présents. En ce qui concerne la présence de Mouilambo dans la Jeep de Ngoïkenga Kenga, Ilunga Doudou a contesté cette version des faits, car pour lui, Mouilambo avait quitté l'inspection générale de la police avant la sortie de leur convoi pour Mitenti. Quant à Kibumbe Banza Saddam, il a d'une part déclaré que Mouilambo était resté sur les escaliers menant vers les bureaux de la réception devant lesquels Tchebea leur avait été remis, et d'autre part que celui-ci était descendu de la Jeep de Ngoïkenga Kenga, soit à Kintamo Magasin, soit vers l'église Saint-Luc sur l'avenue Ngouma. Pour les renseignants Ngoï Moulanga Djansi, par contre, lorsqu'il est allé récupérer Tchebea dans le bureau de Mouilambo sur ordre de Ngoïkenga Kenga, il avait laissé celui-ci dans son bureau. La haute cour militaire considère que les apparentes incohérences relevées ci-avant dans les déclarations du prévenu Migabo et celles des renseignants Ilunga Doudou, Kibumbe Saddam et Ngoï Moulanga Djansi sur l'implication ou non de Paul Mouilambo dans les doubles crimes peuvent s'expliquer par le temps plus ou moins long qui s'est écoulé depuis la survenance des faits et qui est susceptible d'altérer la mémoire. Scrutant les relevés des appels téléphoniques fournis par les sociétés de téléphonie mobile RTL, Vodacom et Tigo, la haute cour militaire constate que la soirée du 1er juin 2010 à 20h16, le prévenu Mouilambo et Ngoïkenga Kenga avaient eu un contact téléphonique. Et au cours de celui-ci, le téléphone de Mouilambo avait été pris en charge par l'antenne relais dite Chanik, tandis que celui de Ngoïkenga Kenga l'avait été par l'antenne relais dite Biza Village. Ce qui atteste qu'au moment de ces contacts téléphoniques, les deux prévenus étaient éloignés l'un de l'autre et ne pouvaient se trouver dans un même véhicule. Par ailleurs, la haute cour militaire note qu'alors que Migabo, Ilunga Doudou et Kibumbe Saddam ont déclaré s'être dirigés, après avoir quitté l'inspection générale de la police, vers Mitendi, en passant par Bandal et Kintambo, le relevé des appels téléphoniques de Mouilambo indique qu'il avait été pris en charge après avoir quitté l'inspection générale de la police, respectivement par l'antenne relais dite Haut Commandement, située non loin des croisements des avenues Haut Commandement et Chaoum, et l'antenne relais dite Chanik, ce qui signifie qu'en quittant l'inspection générale de la police, le prévenu Mouilambo avait de toute évidence emprunté l'avenue Chaoumba et ensuite l'avenue de l'OIA ou l'avenue Mondiba jusqu'à son arrivée à Kitamo Magasin. S'agissant des dépositions faites par les renseignants Ilunga Doudou et Kibumbe Saddam sur d'une part la présence de Tchebea et de Bazana à l'inspection générale de la police et sur leur exécution au sein des mêmes installations d'autre part, la haute cour militaire élève des similitudes avec les déclarations faites par les prévenus Mouilambo et Migabo, contredisant ainsi celles de négation de leur présence et de leur exécution dans l'enceinte de l'inspection générale de la police, faite par Daniel Mukalai.
aussi bien au premier degré que devant elle, avant sa confrontation avec Milamboué, au cours de laquelle il a fini par reconnaître avoir été informé de la présence de Tchebeya par celui-ci. À la décharge du prévenu Mouilambo, la haute cour militaire relève les faits ci-après. Celui-ci a tenté plusieurs fois, vainement, de joindre au téléphone l'inspecteur général de la police pour vraisemblablement le mettre au courant de ce qui était arrivé à Tchebeya, tel que les relevés des appels Vodacom entre lui et l'inspecteur général de la police, versés au dossier renseigne. Le fait qu'il ait été en date du 14 avril 2011 acheminé de l'inspection générale de la police vers l'auditorat général des forces armées et de l'auditorat général vers l'Agence nationale de renseignement, alors qu'il était déjà renvoyé devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, ne pouvait s'expliquer que par la volonté des instigateurs du double crime et de leurs complices éventuels de le faire taire, étant donné qu'il était un témoin gênant. Pour la haute cour militaire, la présence de Tchebeya et de Bazane à l'inspection générale de la police était la suite logique de l'invitation lui adressée par Moukalay. D'abord par l'entremise de Michel Mouila le 28 mai 2010, ensuite à travers ses deux contacts téléphoniques avec Tchebeya, en date respectivement du 31 mai 2010 à 21h17 et en date du 1er juin 2010 à 9h56. Elle considère que le fait pour l'inspecteur principal, Ilunga Mwenze Hélène, chargé du protocole à l'inspection générale de la police, de déclarer dans ses dépositions faites à toutes les étapes de la procédure que Daniel Moukalay n'avait jamais discuté avec elle d'un quelconque rendez-vous. Le comité rappelle que dans l'acte d'accusation présenté devant elle par le ministère public lors de l'examen de la prévention d'associations de malfaiteurs à charge des prévenus Daniel Moukalay, Georges Kitunga, Ngoï Moulombo, Michel Mouila et Mandiam Bouleri, celui-ci avait dégagé l'entente préalable des faits ci-après. Primo, la déclaration de l'inspecteur divisionnaire adjoint Union Vakwa à l'audience du 30 décembre 2010, selon laquelle le prévenu Georges Kitunga passait le plus clair de son temps aux côtés du prévenu Daniel Moukalay. Secondo, la déclaration de l'inspecteur divisionnaire en chef John Moum à l'audience du 27 janvier 2011, selon laquelle le prévenu Mouila, Michel cherche et investigation, il a longtemps travaillé avec le prévenu Daniel Moukalay, parfois comme secrétaire particulier ad interim. Quarto, la déclaration du prévenu Mandiam Bouleri, faite à l'audience du 10 janvier 2011, selon laquelle, avant son affectation, Paul Milambo et Jacques Mugabe, et d'autre part par les dépositions des renseignants Ilunga Ngoï Doudou et Kiboumbe Banza Saddam, au moment de l'examen par la haute cour militaire des appels des prévenus Mouilamboué et Migabe. La haute cour militaire note que déjà au mois de février 2021, les policiers Ergil Ilunga et Alain Longwa Kaye avaient déclaré sur Radio France Internationale être avec Migabe, Ilunga Doudou, Kiboumbe Saddam et Bruno Soti, les auteurs matériels de l'assassinat de Tchebeya et de son chauffeur dans les installations de l'inspection générale de la police, sous l'instigation de Daniel Moukalay et Christian Goïtinga, ayant acquis la certitude quant à la présence de Fidel Bazane aux côtés de son patron Tchebeya dans la soirée du 1er juin 2010 dans les installations de l'inspection générale de la police et son exécution dans les conditions similaires que celui-ci, la Cour des sciences examinera la prévention d'assassinat sous le même registre, étant donné la similitude relevée dans le mode opératoire. De l'assassinat. Au terme de l'article 44 et 45 du Code pénal, l'homicide commis de donner la mort est qualifié de meurtre et le meurtre est commis avec préméditation est qualifié d'assassin. Ils sont tous pinés de mort. Il résulte de cette disposition que l'assassinat comprend d'une part tous les éléments constitutifs du meurtre simple et la préméditation d'autre part. Il n'y a donc que cette circonstance particulière, préméditation,
qui distingue le meurtre simple de l'assassin. La notion de participation criminelle devra être considérée particulièrement dans la mesure où la mise à mort est, dans les cas sous examen, l'œuvre d'un groupe d'individus. Pour établir l'existence de l'assassinat, il faut donc examiner en premier lieu les éléments constitutifs du meurtre et en second lieu la circonstance propre à l'assassinat qu'est la préméditation. Pour être retenu, les meurtres exigent non seulement la réunion des éléments matériels et intentionnels, mais aussi la personnalité humaine de la victime. Un élément matériel. Il s'agit d'un acte positif et matériel. En effet, l'acte est positif lorsqu'il a entraîné la mort ou est destiné à la provoquer. Exclusion faite de l'omission ou de l'inaction. L'acte est matériel lorsqu'il est de nature à donner la mort. Il en est ainsi lorsqu'on frappe une personne de la tête, du pied ou de la main, ou encore à l'aide d'un instrument tel qu'une arme ou un bâton. Dans le cas d'espèce, il ressort des aveux de prévenu Jacques Migabo et des dépositions des renseignants Ilunga Ngoï Doudou, Kibumbe Banza Saddam, tous auteurs matériels de la mort de deux activistes des droits de l'homme, que celle-ci est intervenue à la suite de la suffocation causée par la mise de leur tête dans les sachets vifs, suivie de la ligature de leur cou avec du scotch pour éviter toute possibilité de respiration. Et pour bien immobiliser les deux victimes, leurs bourreaux leur ont mis des menottes au bras. Le rapport d'autopsie des médecins légistes a établi clairement l'hypothèse de la suffocation. De même, les constats effectués par l'équipe de la police technique et scientifique avant que l'autopsie ne soit pratiquée a révélé que la mort de Tchébert était consécutive au fait qu'il a subi une torsion du cou de la part des agents extérieurs dont l'intervention a été considérée comme indiscutable par le professeur Dr Tchombaon. La personnalité de la victime. L'assassinat ne peut exister que si la victime est une personne humaine, née et vivante. Il importe peu que son corps n'ait pas été retrouvé. Il suffit qu'elle soit identifiable. Dans les cas sous examen, Floribert Tchébert et son chauffeur Bazane étaient bien vivants et en bonne santé dans la soirée du 1er juin 2010 lorsqu'ils s'étaient rendus à l'inspection générale de la police nationale. Le prévenu Mouilamboué a confirmé avoir bien accueilli Tchébert dans son bureau. Le prévenu Migabo et les renseignants Ilunga Doudou et Kibumbe Saddam ont également reconnu avoir bien reçu Tchébert et Bazana vivants des mains de Ngoï Kenga Kenga avant de procéder à leur exécution sur son ordre et celui de Daniel Mouka. 3. L'élément intentionnel. L'élément moral constitutif du meurtre consiste dans l'intention de tuer, ou on considère que la volonté de donner la mort est juridiquement établie lorsque l'auteur a commis consciemment un acte capable de donner la mort tout en cherchant à obtenir ses résultats. Dans tous les cas, il a été jugé que celui qui, en connaissance des causes, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort sera considéré comme n'ayant eu d'autre but que celui de tuer. Tel est le cas de prévenus Ngoï Kenga Kenga et Migabo Jacques, ainsi que des renseignants Ilunga Ngoï Doudou et Kibumbe Saddam et leurs camarades en fuite, qui ont volontairement tour à tour donné la mort à Bazane et ensuite à Tchébert. Ceux-ci savaient pertinemment bien qu'en menottant les deux victimes, qu'en enfermant leur tête dans des sachets vifs et en scotchant les 10 sachets pour leur couper toute respiration jusqu'à ce que mort s'ensuive, ils commettaient consciemment un acte capable de tuer tout en cherchant à obtenir ces résultats de sa vie. 4. De la préméditation. Le fait pour les prévenus de se procurer et de s'amener sous les lieux de leur forfait avec des sachets vifs, des menottes et du scotch est révélateur de l'élément préméditation exigé dans l'intention de donner la mort dans le cas de l'assassinat. Aussi, tous les préparatifs faits par Daniel Moukalai et Ngoï Kenga Kenga, depuis la sollicitation de Jacques Mugabo et consorts, et la disponibilisation des moyens, à savoir les sachets vifs, les menottes, les scotch
3200 dollars américains, des cheveux postiches, des comprimés d'Avigra sont bien des éléments de cette préméditation caractéristique de l'assassinat. En l'absence d'une définition légale, la jurisprudence désigne la préméditation comme les desseins formés avant l'action, de façon réfléchie, délibérée et de sang-froid, c'est-à-dire avec calme d'attenter à la vie d'une personne. Quant au temps consacré à la réflexion, il varie d'un individu à un autre et selon les circonstances. Il est variable et assez long pour permettre à l'auteur de reprendre les esprits, de réfléchir et de peser les conséquences de son acte. Ce laps de temps peut d'ailleurs être très bref. Dans le cas d'espèce, si l'existence de la préméditation ne fait l'ombre d'aucun doute dans les chefs de Daniel Mukalai et de Christian Ngoïkenga étant donné la planification de l'opération telle que faite par eux, s'agissant de Jacques Migabo, la Cour des séances estime que celle-ci s'est révélée dans son chef dès lors qu'arrivée depuis 11 heures au bureau de Daniel Mukalai avec son chef Ngoïkenga et mise au courant de l'opération. Migabo avait eu tout le temps pour réfléchir et peser les pour et les contre avant de s'engager dans l'opération criminelle. La Cour des séances considère qu'entre 11h et 19h, moment choisi pour passer à l'acte, Migabo avait eu le temps nécessaire pour la réflexion avant de s'engager résolument et fermement dans l'opération de mise à mort de Tchébéa et de son chauffeur Bazan. S'agissant de l'implication du prévenu Mouilambo dans les doubles crimes, la Haute Cour militaire rappelle que pour Migabo, celle-ci est certaine pour deux raisons. Sa présence lors de la remise de Tchébéa entre leurs mains et sa présence dans la Jeep de Ngoïkenga lors du départ du convoi vers Mitendi en passant par Bandal et Kintambo. La Haute Cour militaire a eu à relever, d'une part, les contradictions entre la version du prévenu Migabo et les dépositions des renseignants Ilunga Doudou et Kiboumbe Saddam, et d'autre part, elle a eu à constater, en examinant les relevés des appels téléphoniques de Ngoïkenga et Paul Milam, que les deux prévenus avaient pris des directions différentes au sortir de l'inspection générale de la police et ne pouvaient par conséquent pas se trouver auteur de l'homicide. Selon qu'ils l'ont personnellement prémédité ou non, il faut donc considérer dans les cas sous examen la nature et le degré de participation criminelle à chacun des prévenus impliqués dans l'assassinat de Floribert Tchébéa et de Fidel Bazin. 5. De la participation criminelle. Il y a participation criminelle lorsque plusieurs personnes prennent une part plus ou moins active et plus ou moins directe à la perpétration d'une infraction. La participation criminelle n'est punie que dans les cas déterminés aux articles 21 à 23 du Code pénal ordinaire livre 1er et 5 et 6 du Code pénal principal, du Code pénal militaire. Elle peut revêtir deux formes, la corréité ou la coactivité et la complicité, et ne peut être punie que sous certaines conditions, à savoir l'existence d'une infraction principale, un acte de participation selon un des modes prévus par la loi aux articles 21 et 22 du Code pénal ordinaire livre 1er, et les liens de causalité entre l'acte de participation et les résultats dommageables ainsi que l'élément moral. Toute participation n'est pas punissable. Elle ne le devient que si elle consiste à favoriser la commission d'une infraction. Dans le cas d'espèce, l'assassinat est l'infraction principale concernée. L'acte de participation à une infraction principale ne peut être qu'un acte de corréité ou de complicité dont il est nécessaire de préciser les notions. Il y a corréité ou coactivité lorsque la contribution à l'infraction s'avère directe et indispensable, tandis qu'il y a complicité lorsque l'aide apportée, sans être nécessaire, est néanmoins utile. L'existence de l'un de ces modes légaux suffit pour retenir la participation criminelle. L'acte de participation criminelle doit être un acte volontaire et non un fait accidentel. Pour retenir la participation criminelle, il faut qu'il y ait
une relation de cause à effet entre l'acte volontaire posé et la consommation de l'infraction. La participation criminelle suppose l'existence d'un élément moral consistant dans l'intention de participer à une infraction avec le dessein d'en faciliter la préparation ou l'examen. Autrement dit, la volonté de s'associer à la commission de l'infraction ou la connaissance qu'a l'agent de provoquer l'infraction, de s'y associer ou de favoriser. La jurisprudence s'est exprimée dans le même sens en décidant que pour qu'il y ait participation criminelle, il faut que l'on ait l'intention de s'associer à la perpétration d'une infraction. Dans le cas d'espèce, Singoï Kenga Kenga peut être considéré à juste titre comme donneur d'ordre à côté de Daniel Mukalai en ce qu'ils ont, après avoir reçu les instructions de l'inspecteur général de la police d'Orumbi, donné naissance à la résolution de commettre l'infraction. Jacques Mugabo a été, avec les renseignants Ilunga Doudou, Kibumbe Saddam, ainsi que les policiers Ergil Ilunga et Bino Soti, en fuite les auteurs matériels des doubles assassinats. Ainsi, pour la cour des séances, si Christian Ngoïkenga est, au titre d'instigateur, un des auteurs intellectuels de l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazan, pour avoir donné à cette fin des instructions aux exécutants du double crime, l'acte positif et matériel constitutif de l'élément matériel de l'assassinat est consommé dans les chefs du prévenu Jacques Mugabo. Quant à Paul Milan, la Cour estime non état dans son chef la prévention d'assassinat pour insuffisance de charges. Détournement d'armes et munitions de guerre. Le prévenu Ngoï Kenga Kenga est poursuivi devant la cour militaire pour des faits de détournement d'armes et munitions de guerre, en ce que les préqualifiés avaient changé l'affectation des armes et munitions de guerre dont ils ne pouvaient avoir qu'une détention précaire pour se procurer un avantage illégitime en devenant propriétaire. La haute cour militaire relève que lors de l'examen de la cause au premier degré, la cour militaire de Kinshasa Gombe avait requalifié la prévention des détournements d'armes et munitions de guerre en détention illégale d'armes et munitions de guerre en se fondant sur les dépositions des renseignants inspecteurs divisionnaires adjoints Gilbert Kaboulou Moussaya, directeur de la logistique à l'inspection générale de la police, l'inspecteur Jean-Pierre Wumbi Mowewe, chef bureau 4 de la Légion nationale de la police d'intervention rapide, ainsi que le commissaire John Ngoï Wakabila, chef SK du bataillon Sim. Ceux-ci avaient déclaré, tour à tour, que les armes et munitions saisies dans la résidence du prévenu Ngoï Kenga Kenga ne faisaient pas partie de la dotation de leurs unités respectives. La haute cour militaire fait sienne cette position du premier juge et examinera les faits au regard de l'article 203 du Code pénal militaire qui circoncit mieux les faits. Cet article dispose qu'est puni de 20 ans de servitude pénale tout individu qui détient, sans titre ni droit, des armes et des munitions de guerre. La Cour des séances a eu à juger que la détention sans titre d'armes et de munitions de guerre s'entend du fait d'être trouvé en possession d'armes ou de munitions de guerre sans pouvoir justifier de la qualité pour détenir ou de l'autorisation permettant aux prévenus de les détenir. Les conditions d'octroi et d'autorisation de la qualité ou de la qualité sont définies aux articles 5 et 9 de l'ordonnance loi numéro 85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions qui dispose ce qui suit. Article 5. Nul ne peut détenir, fabriquer, réparer, abandonner, exposer en vente, céder, distribuer, transporter, importer ou tenir en dépôt des armes de guerre ou leurs accessoires ainsi que des munitions conçues pour ces armes à moins qu'il n'ait reçu une autorisation spéciale du président de la République. Article 10. Les interdictions portées ci-dessus ne s'appliquent pas aux membres des forces armées et aux membres du corps de police lorsque ces armes font partie de l'armement autorisé de ces forces et qu'elles sont détenues pour des raisons de service et conformément aux règlements et instructions en vigueur.
Dans les cas sous examen, la Cour des séances relève qu'en vertu de l'article 9 susvisé, le prévenu Christian Ngoïkenga Kenga, en tant qu'officier supérieur de la police, avait bien la qualité pour détenir, sans autorisation spéciale du président de la République, des armes et munitions de guerre à son domicile. Cependant, il ne pouvait s'agir que des armes et munitions faisant partie de l'armement autorisé de la police nationale congolaise et il devait les détenir conformément au règlement et instructions en vigueur. Exigence qui se ramène pour l'essentiel à l'obtention d'une autorisation émanant de ses chefs hiérarchiques. Or, le prévenu Ngoïkenga Kenga avait détenu dans sa résidence, située au numéro 7 de l'avenue Démocratie, au quartier des anciens combattants dans la commune d'Engaliema, des armes et munitions de guerre qui ne faisaient pas partie de l'armement de la police, et cela sans autorisation spéciale du président de la République, comme cela aurait dû être le cas. Pour rappel, les armes et munitions dans question sont les suivantes. 2 lance-roquettes, 4 bombes, 4 batteries, un PKM plus 186 munitions, une arme Uzi numéro 334 019 994 et 24 munitions. Une arme FA numéro 6640 plus 4 chargeurs garnis. Une arme GP Jericho numéro P36112 et 13 munitions. Des grenades Castor, des cartouches de GP 9 mm. La détention illégale d'armes et munitions de guerre est une infraction matérielle en ce que la preuve de l'élément moral n'est pas exigée. Le fait de la détention suffit à lui seul pour rendre parfaite la matérialisation de l'infraction. Tel 6 de la désertion simple. La prévention des désertions simples en temps de paix est mise à charge du prévenu Christian Ngoïkenga Kenga, Paul Milambwe et Jacques Migabou. Cette infraction est prévue et punie par les articles 44 et 45 du Code pénal militaire. L'article 44 dispose comme suit. Est réputé déserteur. 1. Tout militaire ou assimilé qui, 6 jours après celui de l'absence constatée, se sera absenté sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son établissement, d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement, ou qui s'évade d'une maison d'arrêt ou de détention où il était en garde à vue ou détenu préventivement. 2. Tout militaire ou assimilé qui, voyageant isolément dont la permission ou le congé est expiré et qui, dans les 12 jours suivant celui fixé pour arriver ou son retour, ne s'est pas présenté à l'unité, au corps ou détachement, ou sa base ou formation, ou à son établissement. 3. Tout militaire ou assimilé qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du navire ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais fixés ci-dessous. L'article 45 réprime cette infraction dans les termes suivants. Tout militaire ou assimilé coupable de désertion simple en temps de paix est puni de 2 mois à 5 ans de servitude pénale. Le législateur congolais, fondant la désertion sous le principe de présomption criminelle consécutive à l'accomplissement d'un délai de grâce objectivement fixé, dégage les différentes hypothèses de la désertion telles qu'exposées à l'article 44 du Code pénal militaire susvisé. La doctrine définit la désertion comme étant une infraction que commet un militaire régulièrement enrôlé ou incorporé qui, sans droit, rompt les liens qui l'attachent à l'armée ou au corps assimilé. La jurisprudence, pour sa part, définit la désertion comme l'effet de la rupture définitive par un militaire de son contrat d'incorporation avec les forces armées ou le corps assimilé. Il ressort de cette jurisprudence
que la réalisation de la désertion exige la réunion des éléments essentiels ci-après. 1. La qualité des militaires ou assimilés. 2. L'expiration du délai de grâce de 6 jours faisant présumer de l'intention de rompre définitivement ses liens avec l'armée ou les corps assimilés. 3. L'intention coupable. Au terme de l'article 44 du Code pénal militaire, ne peuvent être poursuivis pour désertion que les militaires et les assimilés entendus ici comme étant le membre de la police et les bâtisseurs du service national. Dans les cas sous examen, tous les prévenus poursuivis du chef de cette prévention, à savoir Christian Ngoïkenga Kenga, Paul Milambo et Jacques Migabou, sont membres de la police. De la rupture définitive des liens avec l'armée ou les services assimilés. La loi exige que 6 jours se soient écoulés depuis le jour où l'absence de l'agent incriminé a été constatée au sein de son unité, car à l'expiration de ces délais naît la présomption de la rupture définitive de ses liens avec son corps dans les chefs de l'agent. Dans le cas d'espèce, il est versé au dossier de la cause des procès-verbaux des constats de désertion à charge de prévenus susnommés. Les procès-verbaux de désertion numéro 001/2010 du 25 août 2010 à charge du prévenu Paul Milambo, dressé par l'inspecteur Amissi Tabongi, secrétaire général de l'inspection générale de la police. Les procès-verbal de désertion numéro 019/PNC/EMPIR/DRH du 21 juin 2010 à charge de l'inspecteur adjoint Christian Ngoïkenga Kenga, dressé par l'inspecteur adjoint Katembo Luvunu, chef de la direction des ressources humaines à la police, à la Légion nationale de la police d'intervention rapide. Ces procès-verbaux constatent l'absence irrégulière de 2 officiers supérieurs préqualifiés dans leurs unités respectives pour l'un, l'inspection générale de la police, et c'est depuis le 25 août 2010, et pour l'autre, la Légion nationale de la police d'intervention rapide a daté du 21 juin 2010 jusqu'à son arrestation, soit bien au-delà des 6 jours exigés par la loi. S'agissant du prévenu Jacques Migabou, aucun document administratif ne signale la rupture de ses liens avec son unité. 3. L'intention coupable. Le dol général est exigé dans les chefs de l'inculpé pour que l'infraction de désertion simple en temps de paix soit retenue. Il réside dans la résolution de rompre définitivement ses liens avec l'armée ou les corps assimilés. Cette présomption peut être renversée en cas de force majeure ayant mis l'incriminé dans l'impossibilité de rejoindre son unité avant l'expiration du délai de grâce. Dans les cas sous examen, la Cour des séances note, s'agissant du prévenu Mouilambo, qu'en date du 11 juin 2010, après avoir rejoint la résidence du renseignant Mbayo Waleng sur l'avenue Victoire au quartier Matongé, sur appel de ce dernier, il est enlevé et conduit à la résidence du renseignant Koulounumbi Douglas, d'où il s'échappe 3 jours après plus tard pour entrer en clandestinité. Et au moment où il sort de sa cachette pour se présenter à son service aux fins d'être conduit devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour fournir ses moyens de défense, il est plutôt acheminé à l'Agence nationale de renseignement via l'auditorat général des forces armées pour de toute évidence l'empêcher de dire sa part de vérité sur l'exécution de 2 activistes des droits de l'homme. La haute cour militaire considère que les faits pour les instigateurs et les complices de l'assassinat de Tchebeya et de Bazan de maintenir les prévenus Milambo éloignés de son unité constitue un cas de force majeure qui peut être retenu en sa faveur. S'agissant du prévenu Migabou Jacques, qui a déclaré à l'appui de sa défense qu'il était gardé comme un prisonnier par l'inspecteur général de la police John Numbi dans sa ferme Bégine, l'éloignant contre son gré de son unité. La haute cour militaire note qu'après le double assassinat de Tchebeya et Bazan, Jacques Migabou ainsi que ses consorts avaient été contraints sur ordre de l'inspecteur général de la police de quitter Kinshasa pour Lubumbashi, aux fins de se soustraire aux poursuites judiciaires. Et arrivé à Lubumbashi, Migabou avait été gardé dans une résidence de l'inspecteur général de la police avant d'être conduit à la ferme précitée
où il avait été contraint d'y résider jusqu'à son arrestation au mois de mai 2021. Pour la Haute Cour militaire, en ordonnant l'évacuation du prévenu Jacques Mugabo à Lubumbashi contre son gré et en le maintenant dans sa ferme dans les mêmes conditions, l'inspecteur général de la police l'avait mis dans une situation de force majeure de nature à provoquer sa désertion. Quant au prévenu Christian Ngoï Kengakenga, la Haute Cour militaire constate que son intention de rompre ses liens avec son unité, le bataillon Simba, s'est révélée par le fait qu'une fois arrivé à Lubumbashi, il avait bonnement rejoint sa résidence et avait commencé à s'adonner à d'autres activités loin de son unité. La circonstance, c'est qu'il avait bénéficié par la suite d'une promotion en grade dans son état de désertion, constitue une irrégularité administrative dont il ne peut s'en prévaloir dès lors que le procès verbal de désertion dressé à sa charge n'a jamais été rapporté. Aussi, en l'absence de motifs d'excuses légitimes en sa faveur, la Haute Cour militaire dira la prévention de désertion simple en temps de paix établie en fait comme en droit à la charge du prévenu Christian Ngoï Kengakenga. Elle dira en revanche cette prévention non établie à charge du prévenu Paul Milamboué et Jacques Mugabo. 6. Du terrorisme. Au terme de l'article 157 du Code pénal militaire, constituent les actes de terrorisme lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'un quelconque des actes ci-après. Primo, les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport. Secondo, les extorsions, destructions, dégradation et détérioration. Tertio, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Les infractions de terrorisme sont des infractions des droits communs, caractérisées par les critères objectifs de violence et par celui tiré de la dimension du but ou du mobile visé lors de la consommation de l'infraction. Cette infraction est mise à charge des prévenus Christian Ngoï Kengakenga, Paul Milamboué et Jacques Mugabo. 3 éléments essentiels sont requis pour la réalisation de l'infraction de terrorisme. Primo, la qualité des auteurs des faits punissables. Ils peuvent être des militaires ou assimilés ou encore des civils, des nationalités congolaises ou étrangères, agissant individuellement ou en groupe. Secondo, les faits visés par la loi. L'énumération de l'article 157 du Code pénal militaire comprend des infractions des droits communs et des infractions d'ordre militaire. Un seul de ces actes suffit pour constituer l'acte matériel de terrorisme. Tertio, l'intention coupable. Elle consiste dans la volonté de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Au terme de l'article 157 précité, l'un de ces actes suffit pour constituer l'acte matériel de terrorisme. Mais pour être soumis à un régime juridique distinct du droit commun, l'acte en cause doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ainsi est qualifié d'acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la commission d'un des actes de terrorisme mentionnés à la disposition précitée. Dans les cas sous examen, la Cour des sciences relève que dans son analyse, le premier juge s'est limité à dire que la confrontation des prévisions légales au fait de la cause permet de relever que cet assassinat et cet enlèvement ont sémé la désolation et la terreur dans l'esprit des populations congolaises, tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, et ont créé un effet psychologique terrifiant, troublant et traumatisant dans l'esprit des proches et collègues des services des victimes qui ont été littéralement envahis par la peur,
l'horreur et le mois. Que se sentant particulièrement visés, les activistes des droits de l'homme se sont demandé à l'unisson à qui le prochain tour. Et dans sa conclusion, le premier juge a souligné qu'il résultait de cette inquiétude et de ces questionnements que l'ordre public a été gravement troublé par les prévenus qui, à ne pas douter, ont agi à dessein et voulu ces résultats. La Cour des séances note que dans sa motivation, le premier juge n'a pas indiqué en quoi l'acte en cause, en l'occurrence l'assassinat de Tchebeya Bazana, était intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, étant donné que c'est ce lien qui confère à un acte soumis au régime juridique des droits communs le caractère spécifique exigé pour l'application du régime particulier des actes de terrorisme. Au sujet de cette préoccupation, la Cour des séances relève que si pour les partis civils, l'assassinat de Tchebeya avait principalement pour objectif de briser son combat engagé contre la tenue de manifestations grandioses projetées par l'ancien régime pour marquer le cinquantenaire de l'indépendance afin de dissuader les invités de marque, notamment les rois des Belges, de faire les déplacements à Kinshasa. Pour les prévenir, Paul Milambwe, par contre, cet assassinat avait plutôt pour objectif d'empêcher Tchebeya de publier son rapport sur le massacre des adeptes de Bundu Diakongo, perpétré dans le Congo central par les éléments du bataillon Simba, sous l'instigation de l'inspecteur général de la police d'ONU, rapport dont la publication allait jeter un lourd discrédit sur le régime ancien. La Cour des séances reconnaît certes que l'assassinat de Tchebeya et Bazana dans les installations d'une institution qui a vocation d'assurer la protection des citoyens avait jeté un grand émoi dans l'opinion publique, en particulier dans les milieux des ONG des droits de l'homme, dont Tchebeya en était un des pionniers. Mais elle estime toutefois que pour que cet acte soit retenu au titre d'acte de terrorisme, il doit impérativement être en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur, lesquels constituent à la fois les moyens et l'objectif de l'entreprise. Eu égard à ce qui précède, la Haute Cour militaire considère que les mobiles spécifiques pour l'application du régime juridique particulier des actes de terrorisme est en l'espèce non établi à charge de prévenir Ngoy Kenga Kenga, Mwilambwe et Migabo Keze Jacques. De l'action civile, la Haute Cour militaire rappelle qu'à l'issue de l'examen des appels du ministère public de prévenir Daniel Moukalay et Michel Mouila Wakubambo, ainsi que des appels des parties civiles contre l'arrêt rendu par la Cour militaire de Kinshasa Gombe en date du jeudi 23 juin 2011, elle avait, s'agissant de l'action civile des partis, civiles, déclaré celle-ci recevable et particulièrement fondée et partiellement fondée. Et après réformation, avait condamné les prévenus Daniel Moukalay, une solidum avec la République démocratique du Congo, civilement responsable à payer au titre des dédommagements pour A. Perte des revenus professionnels à Mme Annie Mangbenga Zinga. Vous présentez Ahmed qui m'a vu. Prévenu Jacques Migabo à la barre. La haute cour militaire siégeant en matière répressive au degré d'appel, statuant contradictoirement et publiquement, après délibération et vote au scrutin secret, distinct et successif, à la majorité des voix de ses membres, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu le Code judiciaire militaire, vu le Code de procédure pénale ordinaire, vu le Code pénal militaire, vu l'ordonnance loi numéro 085-035 du 3 septembre 85 portant régime des armes et munitions
spécialement ses articles 5 et 9. Vu le code pénal ordinaire, vu le code civil, livre 3, spécialement ses articles 258 et 260, disant droit, du régulier en la forme les appels du ministère public, de prévenir Paul Milamboué et Jacques Migabo, ainsi que des parties civiles Mabenga Zinga Ami, veuve Tchébé, des enfants de M. Tchébé, à savoir Bata Tchébéa, Bata Moloma, Tchébéa Mambemba, Tchébéa Baizire, Tchébéa Mugoli, Tchébéa Demvi, des frères et sœurs de Frère Tchébéa, à savoir Tchébéa Namugabwiza, Tchébéa Ngaba Kole et Chibalonzi, Madame Tchébéa Mukozo Lorraine, Tchébéa Nabami, Tchébéa Nabintu et Madame Ikoko José. Veuve Bazana, des enfants de M. Bazana et Dadi, à savoir Bazana Fideline, Bazana Mangwenza, Bazana Lingando, Bazana Dossi, Bazana Ikoko, Bazana Amba, Bazana Kiwa Jetu, Bazana et Dadi. De frères et sœurs de M. Bazana, à savoir Mambasa Yombe Norbert, Mungango Mazuma, Tarsis, l'IPP Les Noël, Engaï Monique, tuant sur l'action publique. Pour le prévenu Christian Kenga Kenga, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire à la majorité de voix répond non pour l'association des malfaiteurs, non pour le terrorisme, oui pour l'assassinat, oui pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre, oui pour désertion en temps de paix. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou le sursis, la haute cour militaire répond par non. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, la haute cour militaire répond par oui pour la sanction, oui pour la peine complémentaire. En conséquence, l'anacquit pour l'association des malfaiteurs et le terrorisme et le renvoi de toute fin de poursuite. Le condamne par contre, sans admission des circonstances atténuantes, à la peine de mort pour assassinat de Fleury Tchébéa, à la peine de mort pour assassinat de Fidel Bazana, à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes de guerre et munitions de guerre, et à 5 ans de servitude pénale pour désertion simple. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine unique, soit la peine de mort, confirme sa détention et prononce sa destitution. Pour le prévenu Migabo Kezeja, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire, à la majorité des voix de ses membres, répond non pour l'association des malfaiteurs, l'anacquit et le renvoi. Oui pour l'assassinat de Floribert Tchébéa, oui pour l'assassinat de Fidel Bazana. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes de cause de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou le sursis. La haute cour militaire répond par oui pour les circonstances atténuantes indiquées ci-avant. À la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, la haute cour militaire répond oui pour la sanction pénale, oui pour la peine complémentaire. En conséquence, l'anacquit pour l'association des malfaiteurs, terrorisme et désertion simple. Le condamne par contre avec admission des circonstances atténuantes sus-évoquées à 12 ans de servitude pénale principale pour assassinat de Floribert Tchébéa, à 12 ans de servitude pénale pour assassinat de Fidel Bazana, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, soit
12 ans de service pénal principal. Fixe à 10 ans la durée de sûreté incompressible en application de l'article 27 du Code pénal militaire. Confirme sa détention, prononce sa destitution. Pour le prévenu Paul Milam, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la Haute Cour militaire a la majorité des voix de ses membres. Elle répond non pour l'association des malfaiteurs, non pour l'assassinat de Floribert Chebeya, non pour l'assassinat de Fidel Bazana, non pour la désertion simple, non pour le terrorisme. En conséquence, l'on acquitte et le renvoi de toute fin de poursuite. Statuant sur les actions civiles, la Haute Cour militaire se déclare incompétente pour statuer à l'égard de Paul Milam. Quant à l'égard des prévenus Ngoï Kenga et Jacques Migabo, dit recevables et partiellement fondés les actions civiles et les appels introduites par la veuve Chebeya, les enfants Floribert Chebeya, à savoir Bata Chebeya, Bata Molona Eric Chebeya, Merdi Chebeya, Flori Chebeya, Naomi Chebeya Denvi, l'épouse Bazana, Madame Ikoko Tomo Marie-José, les enfants Fidèle Bazana, Bazana Fidéline, Bazana Mangbenga, Bazana Lingando, Bazana Ikoko, Bazana Edadi Guilin, Bazana Kana Gertrude, Bazana Amba. Dit recevables et partiellement fondées les actions de partie civile, si après, mais non fondées leurs appels. Il s'agit des affaires de frères et sœurs Chebeya, Chebeya Adalaï, Chebeya Namu Gabouiza, Chebeya Lorraine, Chebeya Nabami, Chebeya Nabintu, Chebeya Roger. Les frères et sœurs Bazana, Mambenge Tarsis, Mambasa Norbert, Mongando, Bazana Eugénie, Ngonde Marcel, Babiki Marie-José, Lipepe le Noël, Engani Monique, Tevapale Agnès, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme, les réseaux nationaux des ONG des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Condamne le prévenu Ngoï Kenga, Migabo Keze Jacques, in solidum avec la République démocratique du Congo, civilement responsable, à payer aux partis civils susnommés les montants de réparation tels que fixés par l'arrêt de la Haute Cour rendu en date du 17 septembre 2015. Les condamne en outre au paiement des frais d'instance fixés, les condamne en outre chacun au paiement des frais d'instance taxés à 300 000 francs congolais, fixe à 30 jours la durée de la contrainte par corps à subir en cas de non-paiement de cette somme dans le délai de 8 jours. Ainsi prononcé et arrêté à l'audience de ce mercredi 11 mai 2000, ainsi prononcé et arrêté à l'audience de ce jour 11 mai, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Ekofo Ingania Martin, président, le colonel magistrat Linjanja Mungamba Victor, conseiller rapporteur, le conseiller magistrat Mukendi Tinjamanga Freddy, membre, le colonel Poukoufion de Clément, juge assesseur, le commissaire supérieur Fundi Katanda Simon, juge assesseur, avec la présence constante au débat du colonel magistrat Longwango Moïni Richard, avocat général des forces armées, représentant le ministère public, et l'assistance du colonel Bondé Igbawa Jean-Pierre, greffier du siège. Armo Pireko. Vous. Ok. Amen. Qui m'a vu? Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, audience de séjour EBV. À votre ordre, mon colonel. Bravo. Bien. Bleu. Bonjour.
La défense. Voilà. Paul Mwinda. Yaka, venez ici. Yaka,